On se trouve à Tchassidia. Depuis 3 ans pour la guerre en Ukraine. On poursuit sur les dernières avancées russes à Tchassidia, sur le front de Pokrovsk. Et pour nous soutenir, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à vous procurer notre magazine, car sans vous, eh bien, notre travail est tout simplement impossible. Merci à tous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Je suis heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour une émission spéciale, puisque oui, nous allons intervenir sur la cacophonie diplomatique actuelle suite à cette altercation dans le bureau ovale avec Donald Trump et Zelensky. Avant toute chose, je vous rappelle la sortie imminente de notre dernier magazine hors série, l'Ukraine, la guerre sans fin, que vous aurez la chance de vous procurer très bientôt en kiosque, mais d'ores et déjà sur notre site internet www.omertamedia.fr. Et aujourd'hui, je rejoins évidemment Monsieur Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonjour. Bonjour Merwan. Comment allez-vous? Mais ça va très bien et vous? L'actualité a du talent. Oui, et donc je le dis souvent. on va aller plonger et mettre nos mains dans le cambouis pour analyser un peu ce qui s'est passé. Alors, la rencontre Zelensky-Trump, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le contexte de départ aussi pour cette rencontre et pourquoi cette explosion? Alors, on sait que d'abord, c'est une rencontre qui vient clôturer une semaine intense de rencontres diplomatiques dans le bureau ovale de Donald Trump, qui avait été inauguré par Emmanuel Macron le lundi, poursuivi par Keir Starmer, donc le Premier ministre britannique, le mercredi, et qui se termine par cette visite vendredi de Volodymyr Zelensky à Washington, avec le clash qu'on connaît. On va revenir sur le clash, mais ce qui est très intéressant, c'est que en fait, il s'agit de la part du président français et du Premier ministre britannique d'essayer de convaincre Donald Trump de réintégrer Zelensky et l'Ukraine dans la négociation sur la fin de la guerre qu'il est en train de mener actuellement avec les Russes, parce qu'au milieu de tout ça, la négociation bilatérale américain-russe, elle continue. Elle a eu lieu jeudi à Istanbul. Les deux délégations se sont réunies pendant près de 6 heures. Elle avait commencé à Riyad. Donc finalement, la négociation pour aboutir à la fin de la guerre, elle a aussi connu un épisode marquant et totalement inédit, qui est un peu passé à la trappe maintenant qu'il y a eu ce mano à mano entre Trump, Vance contre Zelensky. C'est le vote de la résolution à l'ONU, totalement inédit, où les États-Unis votent avec la Chine et la Russie pour obtenir pour ouvrir la négociation pour la fin de la guerre, sans que soit inclus d'ailleurs aucune référence à l'intégrité des frontières ukrainiennes. Et la France et l'Angleterre, qui à l'époque auraient pu, si elles avaient vraiment voulu marquer leur désaccord, mettre leur veto, se contentent de s'abstenir. Donc là, on est déjà un signe, et on parlera du sommet de Londres, qui montre que, et de la cacophonie, comme vous le dites, parce que le terme est bien choisi, qui a suivi, mais avec le sommet de Londres, on montre qu'on est face à une Europe désemparée, qui ne sait pas très bien comment réagir, parce que le logiciel ancien, qui avait été formaté, fait par les ingénieurs américains, et que nous suivions de façon assez confortable, même à travers l'Union européenne, eh bien ce logiciel a été cassé, ce logiciel ne fonctionne plus, et il faut recomposer tout ça. Et donc, il y a une période aujourd'hui extrêmement trouble, une période de redéploiement, de repositionnement, dans laquelle finalement chacun se demande, en tout cas pour ce qui est de l'Europe, où il va bien pouvoir se situer et comment l'Europe va pouvoir apporter une réponse cohérente justement à ce conflit en Ukraine, en tenant compte du fait que les États-Unis veulent clairement s'en désengager. Alors, avant qu'on rentre directement dans l'entretien et dans les différentes séquences qui ont marqué cette rencontre,
J'ai pensé immédiatement, en voyant l'altercation, en tout cas la manière dont Zelensky apostrophait un petit peu Donald Trump et J.D. Vance, et puis ensuite lui-même se faisant apostropher, j'ai pensé à la séquence Emmanuel Macron qui apostrophe lui-même Donald Trump. Et je me suis dit à un moment donné, est-ce que Zelensky s'est senti un peu comme Emmanuel Macron, capable de... Parce que Emmanuel Macron a encore ce talent de séduction avec Donald Trump, on voit que la relation n'est pas totalement rompue. Oui, et ce qui est possible tout à fait, qu'il y ait une forme une façon chez Zelensky de dire tiens, il faut que j'intervienne à ce moment-là. Moi, je pense qu'il a cru sentir, comme on parlait de la négociation avec Poutine, on va y venir, je pense, avec l'extrait vidéo, mais que le moment était venu pour lui jouer sa carte et d'expliquer qu'il lui faut des garanties de sécurité. Les Américains ont été très clairs sur ce qu'ils veulent de l'Ukraine. En revanche, ce qu'ils peuvent donner en échange reste quand même très vague. Et ces garanties de sécurité, à part dire aux Européens, il va falloir augmenter vos budgets et c'est vous qui allez prendre le fardeau financier et potentiellement sécuritaire en Ukraine, en sachant que le déploiement de soldats est pour le moment une chose exclue par les Russes. Donc s'il doit y avoir une négociation, là aussi, c'est pas fait. Ouais. Donc finalement, le deal sur les matières premières, sur les denrées rares, les terres rares, pardon, lui était plus ou moins fait, mais la garantie de sécurité côté ukrainien, et je pense que c'est ça que Volodymyr Zelensky a voulu mettre en avant. D'ailleurs, il a expliqué, et c'est là où c'est parti complètement en live, on dira, c'est quand il a dit, mais de quel type de négociation parlez-vous quand on est avec Poutine? Et d'ailleurs, c'est le moment qu'on va choisir pour commencer l'analyse. My second question for President Zelensky. Why don't you wear a suit? You're at the highest. Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not respecting the dignity of this office. I will wear a costume after this war will finish. Comment ça se fait que ça ait marqué autant les Américains? Le costume? Ouais. Parce que on va en costard-cravate à la Maison-Blanche. Sauf quand on s'appelle Indira Gandhi ou qu'on vient d'un pays où le costume n'est pas... Là, on est dans le monde... Ça a choqué la fibre populaire américaine de se dire notre président reçoit un mec qui arrive à chaque fois. Non, c'est un truc qui est très important pour les États-Unis. D'ailleurs, quand j'étais correspondant aux États-Unis, à l'époque de George Bush était président, deux représentants du Congrès démocrate étaient arrivés pour une réunion informelle avec le président sans cravate. Le président les avait regardés en leur disant « Vous êtes à la Maison-Blanche, retournez chez vous, mettez une cravate et revenez ». Les deux personnes sont parties, ils ont remis une cravate, ils sont revenus. Ils sont exécutés, ouais. Et donc il y a une forme il y a un code, il y a un protocole. Je pense que si Zelensky avait une tenue, mais Zelensky est déjà apparu en costume, ouais. Et là, en l'occurrence, c'est ce que Donald Trump avait demandé. D'ailleurs, son adjoint, j'ai oublié le nom de l'adjoint de Zelensky parce que ça change, ça tourne beaucoup. Lui est arrivé en cravate, alors que d'habitude, il ne l'est pas non plus. Ouais. Voilà, donc un de ses ministres. Donc, voilà, il n'a pas voulu faire l'effort et Donald Trump a souligné. Mais je crois que ce n'est pas ça qui était très important, en fait. À part, de montrer, ça permettait à Trump de rentrer dans la conversation tout en montrant à son hôte qu'il a le dessus. Ouais. Immédiatement, cette histoire de costume, ça lui permettait de dire, Et puis, on est aussi, pour les Américains, dans une optique de paix. Donc, ce qu'on pouvait tolérer pour Zelensky quand on était dans une optique de guerre, de défendre son pays, arriver aujourd'hui au point où des négociations sont ouvertes et on cherche une solution et de dire on est toujours dans l'apparat qu'on a utilisé depuis 3 ans quand on a fait la guerre, c'était peut-être aussi une manière pour Trump de lui dire mais attendez, changez vous n'êtes pas disposé à changer, vous voulez continuer la guerre. Voilà. C'est d'ailleurs le point final, c'est ça. He had to change his attitude. Voilà. On va regarder la séquence où Zelensky parle de... Ceasefire. We can't just speak about ceasefire and speak and speak. It will not work. Just ceasefire will never work because I'm like a president. I have this experience and not only me. Ukraine before my presidency from the 2014, Putin broken 25 times. 25 times he broken his
own signature. 25 times he broken ceasefire. But he never broke to me. He never broke to me. No, you were the president. You were the president during. He never broke to me. In 2016, you've been the president, Mr. President. You've been the president, but he had, of course, not with you, but he had during those periods, he had conversations with our side. Bon. Ouais. Là, on est effectivement sur ce que Zelensky rappelle l'époque de 2014, le Maïdan, la révolution, la fuite du président ukrainien, l'arrivée au pouvoir de Porochenko, l'insurrection qui commence dans l'Est et la guerre qui commence dans le Donbass. Oui, en effet, cette époque-là a été... mais ce que oublie de préciser Volodymyr Zelensky, c'est qu'aussi les Ukrainiens ont aussi mené des offensives contre les séparatistes du Donbass. Il y a eu beaucoup de morts à cette époque-là. Et puis pour ce qui est des accords qui étaient censés, on va dire, enterrer tout ça, ou en tout cas apporter une paix, ou en tout cas faire que les armes se taisent, des accords de Minsk. On sait aujourd'hui que de Minsk, on sait aujourd'hui par la voix de Mme Merkel, confirmée par M. Hollande, que ces accords n'étaient pas faits pour être appliqués, mais qu'ils étaient faits pour donner à l'Ukraine le temps de s'armer, dixit Mme Merkel. Donc clairement, on peut dire que Poutine a brisé quelquefois, en effet, même de nombreuses fois, les accords de cessez-le-feu. Et encore une fois également, par rapport à la situation présente, on n'est pas dans la même intensité de guerre. Quand on parle du Donbass en 2014 et quand on parle de la guerre qui s'est ouverte en 2022, on est quand même dans une autre dimension. Donc la question du cessez-le-feu aujourd'hui, même si il a raison de dire que Poutine, on ne peut pas lui faire confiance a priori et qu'il faut sacrément travailler cet accord, qu'il faut que, pour faire en sorte que les Russes s'arrêtent là, les Russes se contentent, ou en tout cas qu'on s'accorde avec eux pour qu'ils puissent se satisfaire des termes de l'accord et de ce qu'ils auront obtenu pour ne pas demain recommencer. Ça, c'est aussi un point important. Et là, les États-Unis sont décidés à offrir à Poutine ce qu'il réclame depuis longtemps, c'est-à-dire une forme de pacte de sécurité entre l'OTAN et les États-Unis. D'ailleurs, c'est ce pacte de sécurité, Poutine l'espérait dès les années 90, dès son accession au pouvoir en l'an 2000, il espérait obtenir ce pacte de sécurité quand, à la fin des années 90, des pays comme la Pologne, les Pays-Baltes, la Roumanie ont rejoint l'OTAN, la Hongrie ont rejoint l'OTAN, il y avait à peu près 10 pays, eh bien, Poutine, à l'époque, n'avait pas, on va dire, menacé, c'est-à-dire, ce qu'il espérait, c'est qu'avec cette nouvelle alliance, il y ait un pacte de sécurité entre la Russie et l'Occident, en fait. Donc, si les États-Unis, aujourd'hui, lui offrent cette possibilité, je ne vois pas pourquoi Poutine, aujourd'hui, continuerait son chemin, envahirait l'Europe, parce que là, encore une fois, on retombe sur un des paradoxes de cette guerre, c'est que depuis l'agression russe en Ukraine, on nous explique tantôt que les Russes vont déferler jusqu'à Strasbourg, comme on disait à l'époque les chars vont aller de l'Est de l'Allemagne jusqu'à Strasbourg, disait-on, à l'époque de l'élection de François Mitterrand, vous savez, quand il y avait l'époque des ministres communistes, ils disaient, ça y est, les chars soviétiques vont arriver place de la Concorde. Ouais. Là, on ne dit pas tout à fait ça, mais c'est toujours la même menace. Et on explique on explique tantôt que la Russie est à la peine, qu'elle a du mal face à la vaillante mais petite armée ukrainienne, même aidée par l'Occident, elle a du mal à grignoter des villages, des territoires. Et puis on les explique que tout à coup, comme Emmanuel Macron l'a fait ce week-end, elle va menacer la Moldavie et la Roumanie. Donc c'est très paradoxal. On n'a jamais réussi dans cette narration à laquelle on a adhéré, nous, occidentaux, beaucoup de médias, depuis le début de la guerre, à trouver une cohérence entre les Russes sont nuls, ils sont diaboliques et ils vont nous envahir. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui bloque. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez juste avant sur la volonté de Poutine de se rapprocher de l'Occident, finalement, en 2 décennies, en 20 ans, il a fini par obtenir ce qu'il voulait. C'est-à-dire que maintenant, il y a un président américain qui lui tend la main
et qui passe au-dessus de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe n'existe plus du tout dans le jeu. Et c'était même le discours en 2007 à Munich de Vladimir Poutine qui espérait tendre la main et construire cet Occident global dans lequel la Russie pouvait s'intégrer. En fait, il a subi un refus total. Il a subi un refus, il a eu l'impression d'être méprisé, il a eu l'impression que la Russie était mise au banc, qu'elle était considérée encore comme la Russie de l'époque Yeltsin, c'est-à-dire un pays déliquescent, tandis que lui, il avait repris en main. Et en fait, le véritable retour sur la scène internationale de la Russie, c'est 2015, septembre 2015, l'intervention en Syrie. C'est là où, avec peu d'éléments armés, avec une centaine d'aéronefs, la Russie, venant au soutien de Bachar el-Assad à l'époque, va renverser la table au Moyen-Orient jusqu'à exporter son modèle en Libye, en Afrique, et qu'elle va connaître une nouvelle expansion, on va dire, diplomatique, qui va la remettre au centre du jeu. C'est ça qui est important de voir, c'est que la Russie a gagné, on va dire, dans les années, au même moment où il y avait l'affaire de Maïdan, la Russie, internationalement, a repris une place qu'elle avait perdue. Mais jusque-là, on considérait que la Russie était une sorte d'homme malade de l'Est qui était amené peut-être à disparaître. Les néoconservateurs avaient en tout cas cette idée qu'on pourrait finalement disloquer la Russie, et tout à fait, et profiter de facto de ces immenses réserves en hydrocarbures, parce que c'est le but. Donc, là, il y a eu on va dire une nouvelle opportunité, quelque part, avec l'arrivée de Trump. Mais cette arrivée de Trump, elle est en effet elle montre une inflexion dans les relations que les États-Unis introduisent avec leurs alliés, parce que parfois on peut se demander si c'est vraiment des alliés, mais que les États-Unis traitent mal leurs alliés, c'est pas nouveau, y compris nous-mêmes. Rappelons-nous le contrat du siècle, les sous-marins australiens. Tout à coup, on découvre que, en gros, les États-Unis ont rendu caduc cet accord et que nous perdons et on est obligé d'acquiescer. Enfin, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de mauvais traitement, on va dire, parce que les États-Unis ne fonctionnent qu'avec leurs intérêts. Et aujourd'hui, Donald Trump estime que la guerre en Ukraine est une guerre coûteuse, c'est une guerre sans fin, où il n'y a pas vraiment de vainqueur et qu'il faut y mettre un terme. Voilà. Et que pour ce qu'il veut développer dans le monde, c'est-à-dire une sorte de grand affrontement technologique sur les hydrocarbures, sur le futur, sur l'économie avec la Chine, je ne pense pas qu'il y ait de véritable volonté de la part de Trump d'affronter militairement la Chine, y compris autour de Taïwan. Mais en revanche, on sait que l'objectif, il est là. L'objectif, il va être de conserver pour les États-Unis une place de leader sans vouloir du leadership mondial, parce que ça, Trump n'en veut absolument pas, et que face à ça, il se base par rapport au vieil adage kissingérien, qui est que la Russie, il vaut mieux la détacher de la Chine plutôt que d'avoir la Chine et la Russie dans les bras l'un dans l'autre, parce que là, c'est beaucoup plus difficile, et on s'en rend bien compte. Cette guerre en Ukraine a poussé la Russie dans les bras de la Chine, mais aussi a fait émerger les BRICS, le Sud global, qui a apporté une réponse à cette crise ukrainienne complètement différente de celle de l'Europe et de l'Amérique. Donc, face à ça, le monde est en train de se recomposer, et Donald Trump prend acte de cette recomposition du monde. Il n'est pas contre, il n'y est pas hostile. Il veut travailler pour les intérêts des Américains, réallouer des budgets, y compris par exemple ceux de l'armée, à des fins de combattre les cartels mexicains, dont l'impact a un réel coût sur la société américaine d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue de la toxicomanie, des nouvelles drogues, etc. Trump compte y mettre un terme, et pour ça, il veut s'occuper des Américains. On est toujours dans l'idée, c'est America First. America First, et donc, on ne va pas investir des centaines de milliards de dollars dans des guerres sans fin, comme en Ukraine. Pour ça, tout ça pour lui est une perte de temps. De façon néoconservateur. Avec un Poutine, il l'a dit d'ailleurs hier, il a dit on ferait mieux de s'occuper, nous aux États-Unis, il a dit on ferait mieux de s'occuper des problèmes de drogue, des problèmes d'immigration, des problèmes de nos sociétés, plutôt que de Vladimir Poutine, parce que sinon on va finir comme l'Europe. Voilà. La messe est dite, j'ai envie de dire. Mais pas pour nous, on va continuer. On va continuer. Avec nos I've stopped wars. I've stopped many wars
My people will tell you, I stopped wars that nobody ever heard about. I stopped wars before they ever started. You can look at some of, I could give you a lot of nations that would tell you right now they were probably going to war. I could tell you right now there's a nation thinking about going to war on something that nobody in this room has ever even heard about. Two smaller nations, but big, still big. And I think I've stopped it. But this should have never happened. Sorry, just a second. About any negotiations. First of all, I want really to tell you, and I think that everybody understands that Ukraine, modern Ukrainians, nobody wants to stop this war. But at the future, any negotiations, it's understandable that two sides of the war, not Russia and the United States, because this is not the war between Russia and the United States. This is war of Russia against Ukraine and Ukrainian people. So these two sides will be at the anyway will be at the negotiation table. Then of course United States, like the strongest partner of the Ukraine, and of course Europe. I think Europe is very important. I want to speak about it with the president. Yes, Europe is very important for us because we really defend Europe for today. All Europeans really recognize that we are defending life, and they have real life, and our people are dying. That's why they helped us. And also, it's about the NATO. Yes, between, like the president said, you have big, nice ocean. Yes, between us. But if we will not stay, Russia will go further to Baltics and to Poland, by the way. But first to the Baltics. It's understandable for them because they've been in the USSR. You know, they've been one of the republics of the USSR, and Putin wants to bring them back to his empire. It's a fact. And when he will go there, if we will not stay, you will fight. Your American soldiers, it doesn't matter, do you have ocean or not, your soldiers will fight. Alors je voudrais qu'on revienne sur les océans. Allons-y. Les océans Ouais. et sur la menace quelque part. Est-ce que Zelensky ne menace pas les États-Unis, ce qui serait gravissime au milieu de l'Oval Office, bureau ovale, et en même temps la réponse de J.D. Vance qui met les pieds dans le plat, il dit « Vous n'avez pas les hommes pour poursuivre le combat ». Oui, alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que, oui, c'est sur cette question des types de pourparlers que les États-Unis sont en train de mener avec Vladimir Poutine. Et l'argument principal de Volodymyr Zelensky, c'est de dire, mais on a essayé déjà tout ça avant. Il a plusieurs fois renié sa parole, il a cassé des cessez-le-feu sur lesquels il s'était engagé. Nous avons signé les accords de Minsk, il est revenu dessus. Là, le débat est ouvert parce que il n'y a pas que Poutine qui est à blâmer dans cette histoire de Donbass et d'insurrection de l'Est de l'Ukraine et de guerre qui a commencé de facto en 2014 et de la non-application des accords. Ça, c'est une évidence. Alors ensuite, oui, ce que Trump et Vance veulent, on va dire, faire comprendre, ou en tout cas imposer à Zelensky, c'est qu'il n'est pas en mesure aujourd'hui, au vu de l'état de son pays, au vu de l'état de son armée, au vu de l'état de sa jeunesse, le fait que J.D. Vance aborde la question des conscrits envoyés au front, des sergents recruteurs qui arpentent les rues des grandes villes pour essayer que tout le monde a vu, qu'on a commenté très, très tardivement et qui existe depuis très longtemps, la baisse de l'âge justement de recrutement. Tout ça montre qu'il y a des signes de fragilité et quelque part ce qu'expliquent Trump et Vance, c'est qu'il faut négocier aujourd'hui parce que l'Ukraine court à la catastrophe. Zelensky essaye de dire non, toutes les villes ne sont pas détruites. Quand Trump lui dit vos villes sont détruites, toutes les villes ne sont pas détruites. Non, les enfants continuent à aller à l'école, il y a une vie qui existe, même si à côté des zones de front c'est compliqué, on fait l'école en sous-sol, etc. Pour montrer qu'il existe toujours un pays qui fonctionne. Donc chacun en fait joue sa partition et le point de rupture se trouve précisément autour du type de négociation dans lequel les États-Unis comptent s'engager ou sont en train de mener avec Vladimir Poutine. Ce qui est très intéressant, c'est que là où ça part vraiment, si on veut vraiment déchiffrer
ce qui se dit et ce qui est l'essence de l'échange et du désaccord, c'est que quand Volodymyr Zelensky parle des océans qui protègent l'Amérique, disant vous avez beau avoir vos océans, vous aussi vous serez menacés. Et Trump, immédiatement, ou pratiquement dans la réponse suivante, lui dit vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. You're gambling with World War III. Voilà. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous essayez d'entraîner le monde en expliquant que vous défendez la liberté, que vous défendez l'Europe en Ukraine et que vous nous défendez, nous, Américains, et que si vous avez des problèmes, nous aussi, nous aurons des problèmes. Donc Mais là, lui dit il y a même, une sorte de... Je me permets de vous faire juste, il lui dit même, ne vous permettez pas de nous dire ce que l'on doit ressentir. Absolument. Absolument. Et C'est là où ça part. c'est Il y a là la que- première question où J.D. Vance lui dit attendez, vous êtes irrespectueux de venir à la Maison-Blanche opposer ses arguments à quelqu'un qui veut sauver votre peuple, qui veut sauver l'Ukraine. C'est ça. Et ensuite, après la deuxième partie, et là, on passe à un niveau supérieur, c'est-à-dire que, on va dire, Donald Trump, lui, l'accuse de jouer avec la Troisième Guerre mondiale, l'accuse de vouloir entraîner le monde derrière son attitude, ou en tout cas son intransigeance. C'est la suite d'ailleurs et la fin de l'extrait que l'on va visionner. Mais juste avant, je me posais la question de la position à la fois des médias français et des politiques, on va dire en Europe, où on nous a souvent décrit Trump comme finalement un égoïste, mais souvent un agent russe. Et c'est même sur la une de beaucoup de journaux. Et finalement, quand on Du prend Point, là, qui du Point, titre l'homme de Moscou ouais, cette semaine, exactement. voilà, sans nuance. Alors que quand on prend l'intégralité de l'échange, on voit qu'il n'a qu'une seule préoccupation, quasiment, et un mot à la bouche, c'est « je veux résoudre ce problème. Je veux Oui. que les balles cessent, je veux que les morts arrêtent de tomber sur le front. Oui, oui. Je crois que c'est une constante chez Trump qu'on peut retrouver tout au long de sa campagne électorale. Moi, je suivais assez, je ne vais pas dire quotidiennement, mais assez régulièrement ses meetings. J'en ai même écouté beaucoup de retranscriptions, j'en ai suivi certains en direct. J'ai fait cet effort. Et à chaque fois, il y avait cette idée que Trump veut se poser en homme de paix. Que ce soit à Gaza, que ce soit à Kiev ou dans le Donbass, il veut à tout prix imposer, être vu comme l'homme de paix. Ce qui n'est pas illogique, puisque là, il revient sur un épisode en expliquant qu'il y a des guerres qui auraient pu commencer, mais qu'il a arrêtées avant qu'elles commencent. Oui. Il fait référence à sa mandature précédente. Et il est vrai qu'au cours de ces 4 ans de gouvernance de Trump, il n'y a pas eu d'affrontement. Il y a eu quelques tirs de missiles suite à des soupçons d'utilisation du gaz par les troupes de Bachar el-Assad sur la Syrie. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de nouvelle guerre, ce qui est extrêmement rare, parce que si on prend les quelques 249 ans d'existence des États-Unis, 90% du temps, le pays a été en guerre. Donc ces 4 ans de Donald Trump, et Trump en a fait un argument, et il compte bien le mettre en application cette fois-ci, en apportant la paix au Moyen-Orient et en Ukraine. Ça, c'est son objectif. Donc effectivement, il est guidé, il le dit aussi, par un objectif, c'est-à-dire de faire des deals. Il dit, c'est le seul truc que je sais faire, moi, c'est des deals. Et vous allez voir que ce que je vais faire, c'est un deal. Et là, il y a la contrepartie, il y a l'histoire des terres rares, et puis surtout, il y a l'idée d'obtenir cette négociation. Et cette négociation, n'oublions pas que la toile de fond de tout ça, c'est qu'elle se fait entre Américains et Russes, sans aucun autre personne autour de la table, ni Européen, ni Ukrainien. Et donc l'objectif de la visite de Macron et de Keir Starmer à Washington, c'était d'expliquer à Trump qu'il faut mettre Volodymyr Zelensky dans la négociation, qu'il faut que les Européens puissent être là, puisqu'ils sont concernés, les États-Unis leur indiquant qu'ils vont devoir réélever le niveau de dépenses d'armement, qu'ils vont devoir s'occuper de l'Ukraine, puisque c'est les États-Unis ne vont plus s'en occuper. Mais on sent bien qu'autour de tout ça, si les États-Unis se retirent complètement, eh bien, il n'y a plus de filet de sécurité et l'Europe n'aura pas les moyens, dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, dans l'état dans lequel sont ses armées, ses stocks d'obus, ses chars. Vous vous rendez compte qu'en Angleterre, je lisais ça, il y a plus de chevaux
dans l'armée que de chars. Il y a plus d'amiraux nommés, une quarantaine d'amiraux, plus d'amiraux que de navires dans l'armée anglaise. Et c'est le Premier ministre britannique tout récemment, et on en reparlera pour la conclusion de notre émission, qui parle d'envoyer tout simplement boots on the ground, des bottes sur le sol. Tout à fait. Et la seule qui puisse avoir, on va dire, un corps expéditionnaire dans lequel il faudrait au minimum, on va dire 30 000, ça veut dire 60 000 hommes, si on veut pouvoir en déployer 30 000, c'est la France. Mais qu'est-ce que seraient 30 000 hommes d'abord, qui ont eu une expérience de terrain dans des guerres asymétriques, avec des véhicules adaptés sur des théâtres comme l'Afrique, comme le Moyen-Orient, une aviation certes, mais d'où partirait-elle? Enfin bref, il y a une question logistique qui est immense. À quoi pourrait-il servir et comment pourrait-il compter actuellement dans le front ukrainien s'il s'agit de se mettre du côté des Ukrainiens contre les Russes? Et ça voudrait dire aussi que nous nous engagerions définitivement, que nous serions en guerre contre la Russie. Si c'est pour s'interposer, ça fait partie de la négociation avec les Russes. Et l'idée, c'est que si l'Europe et l'Ukraine veulent faire partie de cette négociation, ce qui est une possibilité encore, en tout cas, il va falloir qu'il y ait un minimum d'accord. Alors, ce qui est très intéressant quand même par rapport à la conférence de Londres qui a eu lieu hier, c'est que même si Emmanuel Macron parle d'une proposition de trêve d'1 mois, que les Anglais ont infirmé ce matin en disant non, nous ne sommes pas tombés d'accord sur la proposition d'une trêve. On sent bien que les Européens veulent proposer des choses, mais à chaque fin de phrase, finalement, même si on a montré les muscles au début, on dit il va falloir demander son accord aux États-Unis. Et celui qui cloue toute discussion, à mon sens, c'est Mark Rutte, le patron de l'OTAN, qui hier dit à la fin de sa conférence de presse, de toute façon, il faut que Zelensky rattrape ce qu'il a fait à Washington. Il faut que Zelensky se remette, recrée du lien avec Trump et qu'il signe l'accord. Sinon, ça pourra pas aller, ça ira nulle part. Et d'ailleurs, Zelensky a dit qu'il était prêt désormais à signer l'accord. Donc voilà, on est dans un exercice dans lequel on le sent bien. Sans les États-Unis, on n'est pas grand-chose. On s'est habitué à cette relation, on va dire, de vassalisation depuis 80 ans. Et aujourd'hui, on se réveille en disant il faut faire sans les États-Unis. Mais comment on fait sans les États-Unis? On n'a jamais fait sans les États-Unis. On n'a jamais fait sans eux. Et on se rend compte finalement que... Alors, c'est pas la peine d'employer des métaphores ridicules en campant Zelensky en De Gaulle ou Macron en Jean Moulin, quoi. C'est complètement grotesque. Non, mais faut arrêter ça. Il faut regarder les choses de façon pragmatique. Qu'est-ce qu'on peut apporter au débat? Comment peut-on intervenir et proposer et arriver finalement à ce qui est ce cessez-le-feu? Parce que c'est pareil, cette guerre, moi je l'ai couverte, ça fait 5 fois que je vais en Ukraine sur le front, je l'ai vue à différentes étapes, je l'ai vue évoluer cette guerre, notamment avec l'émergence des drones qui est devenue absolument, on va dire, une sorte de pierre fondamentale maintenant dans l'édifice du champ de bataille. Donc j'ai vu cette guerre évoluer, j'ai vu les armées progresser. Je suis allé côté ukrainien au début de la guerre où j'ai ressenti tout l'effort qui avait été fait par l'espèce d'ambiance, on va dire, internationale où des humanitaires, des ONG venaient au chevet de l'Ukraine pour aider, des militaires, des mercenaires pour aider l'armée ukrainienne. Toute cette effervescence existait au début de la guerre. Et puis j'ai vu comment les choses, peu à peu, se sont grippées dans un conflit atroce qu'il me semble, au bout de 3 ans, le moment est venu aujourd'hui d'arrêter. Et le moment est venu d'arrêter en faveur de l'Ukraine, c'est-à-dire de faire en sorte que l'Ukraine perde moins qu'elle a déjà perdu. Parce qu'elle ne pourra pas reconquérir ces territoires, parce qu'aucune armée au monde ne va envoyer ses troupes pour combattre avec elle, pour qu'elle reconquiert ces territoires. C'est pas vrai. Si on envoie des forces, ça sera des forces, on va dire, de stabilisation qui permettront de geler le front dans le meilleur des cas. Donc il n'y aura pas cet apport des Européens. Il y aura peut-être un apport d'armement, mais rien de ce qui a déjà été fait. Et surtout, moins, puisqu'il n'y aura plus les États-Unis.
Donc c'est de la même façon, on remet des sanctions sur la Russie, la France, l'Angleterre. Moi je dis à quoi ça sert si dans le même temps les États-Unis s'apprêtent à alléger les leurs. Ben voilà. Voilà. Donc en fait on est dans une situation où ce qu'on peut espérer c'est que ce plan de Trump aille à son terme, que ça prenne peut-être un peu plus de temps, que les choses se mettent en place et que on arrive à un cessez-le-feu, c'est ce qui est le plus souhaitable. Dernier extrait, la fin, avec le fameux clash. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't please you're running be low on surprised. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a But ceasefire. I said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- that what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden, who was not a smart person. This That is was your, with, this that is was with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. Bon, on arrête là. Régis, est-ce qu'il s'agit là, en direct, du retour de la réelle politique? Bah, disons clairement exprimé de cette façon, comme je dis, qui normalement a lieu à huis clos, entre quatre murs, où il peut y avoir des éclats de voix. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des éclats de voix entre Zelensky et des représentants américains, le dernier étant le général Kellogg, qui avait été envoyé par Donald Trump pour négocier ce fameux accord sur les terres rares et auquel Zelensky avait opposé la formule « l'Ukraine n'est pas à vendre ». Donc on était déjà dans une forme de résistance de la part de Zelensky, qui joue sa partition, il faut le reconnaître, assez bravement, mais qui peut-être a été habitué, on va dire, pendant 3 ans à recevoir les honneurs, Parce qu'on dise oui à tout. voilà, et qui aujourd'hui se retrouve dans une situation où la situation est critique pour l'Ukraine, la guerre ne lui donne plus l'avantage, et Donald Trump en profite pour argumenter vous n'avez plus les cartes. Mais il est très pragmatique. Il lui dit ce que tu as, ce sont les Américains qui te l'ont donné. Oui. Encore que Oui. quand Obama était là, tu n'avais quasiment rien. Moi, je suis là et je t'ai ramené des javelins. Des missiles de Javelin, ouais. Ouais, javelines. Soit un, reconnaissant, et deux, pragmatique, parce que tu ne peux pas continuer ce conflit. Mais ça, je pense qu'au-delà de toutes les... quand on a connu, nous, par exemple, chez Omerta, on a beaucoup couvert cette guerre, beaucoup du côté russe, mais on a compris quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que une guerre pareille, de haute intensité, ne peut pas durer indéfiniment. Quand elle ne se produit pas avec des avancées majeures qui permettent à un camp l'emporter, on se retrouve face à la vieille guerre d'attrition, qui est vieille comme le monde, où on essaye de détruire l'adversaire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Sauf que les deux adversaires ont pris des coups, les deux ont subi des centaines de milliers de morts. Le chiffre n'est pas exact. Tantôt l'un dit... Enfin, voilà, on n'a pas... Mais on sait qu'il y a plus d'1 million de morts pendant cette guerre. 1 million de morts, c'était la guerre d'Afghanistan, c'était la guerre Iran-Irak, par exemple, aussi. Donc ça, c'est des guerres qui ont été extrêmement coûteuses. Celle-là, elle a été coûteuse en soldats. Elle est vraiment du type de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire plus coûteuse en soldats qu'en civils, même si beaucoup de civils aussi sont morts. Mais moins que la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez. Et on s'est retrouvé face à une guerre où les deux ennemis étaient équipés quasiment également des deux côtés, mais qu'il y avait un problème de masse critique. Les Russes sont 141 millions, les Ukrainiens 40 millions, 10 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays. Fatalement, vous ne pouvez pas gagner. L'Ukraine ne pouvait pas gagner, la Russie ne pouvait pas perdre, et donc on se retrouve dans un processus où l'un et l'autre essayent de détruire l'adversaire. Fatalement, à un moment, il faut que ça s'arrête, et là, on sent bien qu'on est dans un épisode où
prolonger la guerre 6 mois de plus n'a aucun sens, si ce n'est mettre 50 000 hommes au tapis de part et d'autre, sans qu'il y ait peut-être d'avancée magistrale, ou pire, au détriment de l'Ukraine, qu'il y ait soudain une avancée plus importante des Russes au sud de Donetsk, du côté de Pokrovsk, où là, tout à coup, la géographie leur redeviendra favorable. N'oublions pas l'histoire. Quand les Allemands, qui sont en retraite, perdent les batailles du Donbass, ils se replient derrière le Dniepr. Ils ne vont pas s'aventurer à défendre l'oblast de Dniepro, qui est extrêmement exposé, extrêmement plat. Donc le risque potentiel, c'est que des villes comme Dniepro, des villes comme Zaporizhzhia soient assiégées par les Russes, voire conquises à nouveau. Donc sans parler de la question de Kharkov, qui est au nord, même si ça prendrait beaucoup de temps, parce que c'est une énorme agglomération. Puis il reste la question d'Odessa, si les Russes ont les moyens ou pas d'aller conquérir Odessa. Tout ça est on va dire, mais tout ça se ferait par affaiblissement de l'armée ukrainienne. Et pour le moment, l'armée ukrainienne tient bon. Pour le moment, l'armée ukrainienne a progressé, notamment dans l'usage défensif des drones. Récemment, elle a obtenu quelques succès pour endiguer la progression des Russes, notamment sur le secteur du front de Toretsk. Donc, on est dans une phase de stabilisation, on va dire. En tout cas, les Russes avancent moins. C'est le moment de faire un deal. C'est le moment, justement, d'avancer des propositions. Et c'est le moment de mettre un terme à cette guerre avant que l'Ukraine ne perde davantage. Et quasiment même son existence, parce qu'au-delà du Dniepr... il lui restera l'Ouest. Je ne pense pas que les Russes soient intéressés par l'Ouest de l'Ukraine, qui sont des terres qui lui sont hostiles, où il y a très peu de russophones. L'empreinte russe sur l'Ukraine, c'est sur les zones russophones. Et c'est ça aussi un des enjeux, les zones de minerais, les zones où il y a des terres rares. Voilà. C'était rare que Donald Trump a quasiment même commencé à négocier avec Poutine pour tout à fait. En bénéficier. En parallèle, exactement. Voilà. Parce que là aussi, il y a l'enjeu avec la Chine. Ce combat pour les terres rares, qui les exploite aujourd'hui, qui produit les minéraux rares et les revend? Les Chinois, parce qu'ils n'ont pas les normes environnementales que les pays d'Occident ont. Avec Trump, on sait que les normes environnementales l'importent peu, mais l'essentiel pour lui, c'est de faire main basse justement sur ces terres rares qui vont être utilisées dans les high-tech et dans l'industrie de l'armement. À noter au passage que le Groenland, comme par hasard, dispose aussi de terres rares. Voilà. Régis, merci infiniment pour cet entretien. On aura fait le tour de cette actualité riche et de cet fait quasi historique, ce clash plein bureau ovale. 28 février, qui restera dans l'histoire. Comme un certain 22 février aussi, et peut-être une conclusion à ce conflit. Cela étant, je me demande quand même comment les Européens vont pouvoir essayer de soutenir indéfiniment, en sachant que l'Ukraine, en sachant que les budgets ne tiennent pas, les budgets européens. Si on regarde les budgets français, de l'armée ou de l'Allemagne, je pense que le grand perdant restera, et on l'a dit de nombreuses fois dans nos entretiens, grand perdant restera l'Europe, malheureusement. Absolument. Voilà. Régis, merci encore. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux à attendre cette réaction de monsieur Régis Le Sommier sur ce clash entre Zelensky et Donald Trump. On aura fait une analyse un peu plus profonde que certains médias français. Voilà, je ne vise personne. Je vous dis merci. Je vous rappelle, avant de vous quitter, la sortie une nouvelle fois de notre nouveau hors-série l'Ukraine, la guerre sans fin, où vous aurez tous les détails et tout le travail d'une rédaction qui va sur le terrain. N'oubliez pas de nous soutenir en téléchargeant l'application, en nous rejoignant sur tous nos réseaux et en partageant, bien sûr, tous nos contenus. Il me reste à vous dire à très bientôt.